Bonjour, bienvenue pour la deuxième partie de ce cours sur le concept de terroir viticole. La dernière fois, nous avons vu la définition d'un terroir, nous avons parlé du climat et du sol. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres composantes importantes du terroir qui sont les variétés de vignes. On parlera rapidement de la croissance du fruit et de sa composition, on donnera une définition de la typicité et je vous parlerai de l'importance des dates de vendange. Importance des dates de vendange sur la typicité et le style des vins. En ce qui concerne les cépages, il y en a plus de 6000 répertoriés et seule une vingtaine sont largement utilisés dans le monde. Il y a des cépages blancs, des cépages rouges et des cépages qui permettent de donner du vin rosé. Quoique le vin rosé peut être obtenu à partir de cépages rouges aussi. En cépage blanc, des noms célèbres de cépages comme Sauvignon blanc, Chardonnay, Riesling. En rouge, Cabernet Sauvignon. Ici, c'est la Syrah en anglais Shiraz, Merlot, Pinotage. C'est un cépage spécifique d'Afrique du Sud. Un bref rappel, le développement de la vigne est géré par ce qu'on appelle des stades phénologiques, depuis le débourrement jusqu'à la récolte, en passant par la floraison et la véraison. La véraison étant définie comme le ramollissement du fruit et sa coloration pour les cépages rouges, coloration due à la biosynthèse des anthocyanes. La véraison est vraiment le tout début de la maturité du raisin. Voici un exemple de bourgeon latent d'hiver en développement. Ce bourgeon a été formé l'année dernière et comporte des primordiats d'inflorescence qui vont en principe donner les inflorescences et les grappes de l'année en cours. La floraison de la vigne est une étape cruciale car il y a fécondation des ovules dans les ovaires, ce qui va déterminer le nombre de pépins par baie de 1 à 4, sachant que les pépins ont un rôle important dans le développement du fruit. Il suffit de un pépin pour que la baie se développe normalement. Sans pépins, lorsqu'il y a des problèmes de fécondation, eh bien, la fleur tombe, on appelle ça la coulure, ou la baie se développe mal, on appelle ça le milrandage. Elle se développe pâle et ne mûrit pas ou mûrit difficilement. Donc deux problèmes qui peuvent survenir à la véraison, la coulure et le milrandage, qui occasionnent des pertes de rendement. Cela dit, toutes les fleurs d'une inflorescence ne sont pas capables de se développer en fruit, donc à chaque fois, il y a, je dirais, une coulure naturelle. Après la fécondation, alors qu'il y a un pépin normalement formé, je vous disais, un pépin suffit pour que la baie se développe, on observe 3 phases de développement du fruit. Une phase de croissance herbacée, une phase de latence, pendant laquelle le fruit ne grossit plus, mais il y a préparation de la maturation avec l'expression de très nombreux gènes importants. Donc cette phase qui précède la véraison est cruciale. Ensuite, on a la véraison, le début du ramollissement du fruit et le début du chargement en sucre du fruit, qui est le tout début de la maturation. Le ramollissement du fruit est caractérisé comme le début de la maturation. Ensuite, on a la phase de maturation. La taille du fruit, le volume du fruit est dû à de la multiplication cellulaire, donc à un certain nombre de cellules qui sont formées 8 à 10 jours après la fécondation. Donc très rapidement après la fécondation, le nombre de cellules par fruit est fixé. Et ensuite, l'augmentation du volume du fruit est essentiellement due à du grandissement cellulaire, principalement dû à l'eau et à l'azote, et bien entendu aussi indirectement au nombre de pépins par fruit, car il y a là un jeu hormonal difficile à expliquer, mais important, qui conditionne aussi le volume du fruit et sa composition. Le développement des baies sur une grappe est très hétérogène et on le voit à la véraison, puisqu'à la véraison, à un moment donné sur la grappe, on peut avoir des baies vertes et dures, donc elles ne sont pas encore entrées à véraison, des baies vertes et molles, elles ont commencé
la maturation et le chargement en sucre. Et ensuite, il y a une coloration progressive pour les cépages rouges, coloration due à la biosynthèse d'anthocyanes dans les pellicules. Donc pour de nombreuses raisons compliquées à expliquer en un temps court, sachez que le développement des baies sur une grappe est hétérogène et qu'il n'y a pas de gradient du haut en bas, c'est-à-dire par exemple on ne peut pas dire que les baies du bas sont plus sucrées que les baies du haut. Ça c'est une légende viticole. C'est hétérogène. Après la véraison et la coloration des fruits, ben, vous voyez que on est toujours les baies restent hétérogènes. Au contraire, durant la maturation, l'hétérogénéité entre les baies augmente. Et ici, sur ces deux exemples, on voit simplement des baies qui sont très en retard et qui peut-être ne mûriront pas. En général, les vignerons enlèvent ces baies-là ou enlèvent les grappes qui ont des baies qui n'arrivent pas à maturer, car cela peut occasionner des défauts dans les vins. Alors la croissance du fruit est importante, bien sûr, et retenez qu'il y a des composés majeurs de la qualité du fruit, de la composition du fruit et de la qualité des vins qui sont fabriqués avant la véraison, durant la croissance herbacée, et d'autres composés importants qui sont fabriqués après la véraison. Par exemple, avant la véraison, il y aura la biosynthèse des tanins, des acides organiques, de certains précurseurs aromatiques, des pyrazines. Les pyrazines sont responsables dans les vins de certains cépages de notes herbacées plutôt type poivron vert ou asperge. Et durant cette phase, il y a bien sûr l'accumulation d'un certain nombre d'éléments minéraux, dont l'azote. Après la véraison, il y a donc, à partir du ramollissement du fruit, accumulation importante de sucre, modification de la structure des tanins, mais par baie, il n'y a plus de biosynthèse de tanins, donc la quantité de tanins par baie n'augmente plus. On continue à avoir la biosynthèse de précurseurs aromatiques et bien sûr, pour les cépages rouges dans la pellicule, la biosynthèse des anthocyanes. Donc le message ici, c'est que ce qui se passe avant la véraison est tout aussi important que ce qui se passe après la véraison durant la maturation. Donc au vignoble, il faut faire attention à l'ensemble des trois périodes de la croissance du fruit, car elles vont conditionner chacune d'entre elles à la fois sa composition et à la fois la qualité des vins qui en sont issus. Donc j'ai tendance à dire, moi, de façon un peu humoristique, que la maturation du raisin commence après la floraison. En effet, si vous devez appliquer des techniques d'effeuillage ou si vous devez, par exemple, irriguer la vigne, il faut réfléchir stade phénologique de développement du raisin. Il faut réfléchir avant et après véraison, car ce que vous allez faire va avoir des conséquences qui peuvent être irréversibles. Donc, à raisonner. Nous avons depuis 15 ans développé et appliqué au plan international un modèle de maturation du raisin qui est utilisé largement par ceux qui veulent bien l'utiliser et qui est basé sur le chargement en sucre par baie et non pas en concentration et aussi l'évolution du volume du fruit. Donc ce modèle permet d'une certaine manière de prédire la date de vendange en fonction du style de vin souhaité, sachant qu'à partir du plateau de chargement en sucre, sachant qu'une baie ne charge pas du sucre en continu, il y a deux phases. La phase pré-plateau durant laquelle les sucres s'accumulent, qui dure à peu près depuis le ramollissement une vingtaine de jours. Et ensuite, lorsque le plateau de chargement en sucre est atteint, c'est à partir de là qu'on peut prédire la date de vendange. Et au point de vue déroulé aromatique, il y a deux ou trois phases cruciales que l'on a nommées fruits frais, fruits mûrs et bien sûr surmûrs, qui est une étape que vous connaissez. Donc je ne rentre pas plus dans les détails, mais notez qu'aujourd'hui on divise la maturation du raisin en deux étapes clés qui sont avant le plateau de chargement en sucre et après le plateau de chargement en sucre. Voici un exemple concret sur de la Syrah suite à des expérimentations que nous avons fait en Australie, où vous avez la courbe en pointillé qui représente l'évolution du poids frais des baies et la courbe en plein qui représente l'évolution
l'accumulation de la quantité de sucre dans ces baies. Et vous voyez que l'on arrive à un moment donné à un plateau et qu'ensuite, ici, nous avons étudié, et je peux vous fournir des publications, les phases dites fruits frais et fruits mûrs, qui correspondent à des phases bien précises. Et lorsque vous vendangez, si vous loupez une des phases, elle ne revient plus. Donc la maturation du raisin, ce n'est pas une accumulation d'arômes, c'est un déroulé aromatique avec des phases aromatiques bien précises. Bien sûr, dans la baie, il s'agit de précurseurs aromatiques qui sont transformés par les levures et qui correspondent à des notes aromatiques précises au niveau des vins. Donc pour en savoir plus, regardez les publications que j'ai fournies. Pour illustrer mon propos, voici donc l'exemple d'évolution de composés aromatiques de la famille des 6,3-hexénol, qui sont des marqueurs de fruits frais pour la Syrah. Et vous voyez ici, nous avons comparé les dates fruits frais et fruits mûrs en dosant ces composés, fruits frais, fruits mûrs, en dosant ces composés. Ici, c'est le seuil de détection de ces composés en analyse sensorielle. Et vous voyez donc que la Syrah au stade fruits frais contient largement ce composé, et qu'au cours de la maturation, pour la Syrah, ce composé diminue. Ce qui veut dire que si vous le recherchez pour vos styles de vin, eh bien, il faut viser en date de vendange cette fenêtre, car après, il faut viser en date de vendange cette fenêtre, car après sa concentration diminue et donc est en dessous du seuil de détection. Le Cabernet Sauvignon en rouge, vous voyez que lui n'exprime pas ou très peu ce composé. Nous avons aussi analysé des composés donc, liés à l'étape fruits mûrs, comme le DMS, DMS responsable d'arômes de fruits rouges de type cassis dans les vins. Je vous renvoie aux publications pour en savoir plus. Comme je l'ai déjà dit, eh bien entendu, le processus de vinification est très important et influence largement la typicité et le style de vin, sur la base bien sûr de la composition du fruit. L'origine de la qualité vient du vignoble, bien entendu. La composition du fruit est définie au vignoble. Donc on va voir rapidement l'importance de l'œnologie et on va aborder la définition de la notion de typicité des vins. Donc le processus ou les processus œnologiques sont relativement importants et vous voyez donc que l'œnologue, le winemaker en anglais, a un rôle très très important en ce qui concerne le style de vin, la typicité des vins. Je rappelle que le vin se fait d'abord, si j'ose dire, au vignoble, à partir donc et tout ce qui se passe au vignoble est extrêmement important car cela va conditionner la composition du fruit. Et autant c'est agréable de travailler avec des raisins de qualité, autant c'est compliqué de corriger des défauts venant du vignoble en cave. Les fermentations sont cruciales car elles vont permettre donc de transformer les précurseurs d'arômes en arômes volatiles. C'est ce que l'on va sentir au nez lorsque l'on va mettre son nez au-dessus d'un verre de vin. Et comme je vous l'ai déjà dit, le juge de paix restera toujours la dégustation et ou l'analyse sensorielle. En effet, la preuve de ce qu'on fait, de la qualité de ce qu'on fait au vignoble et la preuve de la qualité de ce qu'on fait en cave se retrouve dans le vin. Donc il faut le déguster pour le comprendre. Alors bien sûr, la dégustation et l'analyse sensorielle, enfin la dégustation c'est quelque chose d'un petit peu relatif, puisque si vous donnez un verre de vin à 50 personnes, il y a de fortes chances que les 50 personnes aient des avis différents sur les arômes, sur les arômes de ce vin ou sur la tenue en bouche de ce vin. C'est pour ça qu'au-delà de la dégustation, qui est importante, je le répète, malgré ces avis différents, on se base sur de l'analyse sensorielle pour, par exemple, valider une expérience technique et ou scientifique.
La famille des arômes est très très complexe. Enfin, l'ensemble des arômes, c'est un monde à part. C'est très très compliqué. C'est aussi passionnant et très intéressant. Et on est encore en train aujourd'hui de découvrir des nouveaux arômes. Ici, c'est un travail qu'on a réalisé en Australie où, pour le Cabernet Sauvignon, on a trouvé un précurseur d'arômes typique du Cabernet Sauvignon australien. Donc il y a encore beaucoup à faire et il faut être modeste face à la dégustation des vins car c'est un monde extrêmement compliqué, de même qu'il faut être modeste lorsqu'on raisonne les relations entre la composition du fruit, la composition du vin et sa typicité. C'est compliqué, c'est un monde compliqué. La meilleure définition que j'ai eu trouvée sur la définition de la typicité vient des sociologues. C'est un consensus sur le goût du vin. Consensus entre dégustateurs. J'aime beaucoup cette définition parce que lorsqu'on regarde les dégustations d'agrément des appellations, eh bien, il s'agit bien là d'un consensus entre dégustateurs, c'est-à-dire que le groupe qui va déguster les vins pour savoir si ce vin doit rentrer dans la typicité de l'appellation ou pas, ce groupe doit être d'accord sur ce que sont les caractéristiques de la typicité du vin en question. Alors aussi, c'est un sujet compliqué qui peut faire débat, étant donné que ce n'est pas forcément évident de définir ce qu'est la typicité d'un vin. Je vous remercie pour votre attention. C'était donc la deuxième partie de ce cours. Rendez-vous pour la troisième partie.